Alors, mes chers amis, au terme de ce colloque, on a le droit de s'appeler mes chers amis. Nous arrivons en effet au seuil de la dernière demi-journée. Donc, l'après-midi d'hier a permis d'intercaler entre les propos de professeurs ou de praticiens confirmés les interventions de doctorants qui, je parle du troisième atelier, mais je suis certain qu'il en est allé de même dans les deux autres ateliers, nous ont beaucoup appris. Donc, bravo, vraiment bravo à cette jeunesse ardente, savante et pleine de promesses. La relève paraît bien assurée. Et c'est un compliment que l'on adresse aussi à ceux qui les ont enseignés, tous ces jeunes gens. Ce matin, après l'exercice rationné, personné, non, matérié du droit de punir, après l'application rationnée, personnée du droit de punir, nous allons atteindre le nirvana avec splendide sujet, l'application spatiale du droit de punir. Alors sans doute ce sujet a-t-il été, à certains égards et à certains moments, un peu défloré hier et avant-hier, mais nos intervenants vont superbement le renouveler. Alors leurs propos, vu l'heure qu'il est, doivent impérativement s'achever, je dirais, vers 10h30, 10h35, ce qui laisse à chacun 15 bonnes minutes. Il serait dommage de ne pas pouvoir bénéficier pleinement de ce qu'ils ont à nous dire. Puis, quelques questions, comme les deux autres jours, une pause qui de jour en jour ne cesse de se réduire, et ensuite la restitution des débats d'hier après-midi, ou plutôt le dialogue des 6 présidents d'ateliers, auxquels nous serons très heureux d'assister, car par principe, il était difficile de participer aux 3 ateliers en même temps. Ces 6 présidents d'ateliers disposeront eux aussi de 45 à 50 minutes. La conclusion sera donc assurée, comme cela est prévu par le professeur Denis Allan, et, sauf erreur de ma part, Madame Fatou Bensouda prendra également la parole en fin de matinée. Alors, je donne sans plus attendre la parole à Robert Roth, le professeur Robert Roth, mais qui a également l'avantage d'avoir une expérience de juge pénal international, qui va vous parler de l'exclusivité du pouvoir d'enquêter et d'instruire sur le territoire national. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier d'abord les organisateurs et Muriel Seyard de l'invitation. Je suis heureux participer à un colloque de droit international. J'ai plutôt l'habitude de participer au colloque de droit européen. Il y a une énorme différence, c'est quand vous avez une carte dans un colloque de droit européen comme celle-là, au milieu de la carte, il y a un énorme trou, sans rien. Et dans un colloque de droit international, dans ce trou, il y a un drapeau. Alors, je représente avec d'autres le drapeau en question, donc je remercie les organisateurs de ne pas avoir choisi une carte de droit européen. Comment s'exprimer 20 minutes, pardon, j'ai mis 20 minutes dans mon projet, ce sera 15, sur une évidence. Il est évident que le juge national ou l'autorité de poursuite nationale a l'exclusivité du pouvoir d'enquêter et d'instruire, puisque c'est le sujet qui m'a été assigné. Et puis en prenant au jeu, je me suis demandé si cette évidence en est vraiment une. Et pour vérifier, je suis remonté, donc ce sera un exposé peu pratique, mais tout à fait conceptuel, j'espère, aux sources du titre, donc l'exclusivité du pouvoir d'instruire et d'enquêter sur le territoire national, et consulter les 2 grandes figures de la doctrine française de droit pénal international du XXe siècle, Henri Donnedieu de Vabre, qui a déjà été cité, et Claude Lambois, qui je crois a aussi été cité. Je ne vous cacherai pas plus longtemps le résultat de cette petite recherche et de cette réflexion. Le pouvoir d'enquêter et d'instruire sur le territoire national n'est peut-être pas et sans doute plus exclusif. J'espère que la curiosité tiendra à éveiller ceux que les suites de l'excellent repas d'hier soir auront amené à s'assoupir si tôt le matin. Donc avant de déterminer si ce pouvoir d'enquêter est exclusif, il faut déjà se demander ce que veut dire dans ce contexte un pouvoir exclusif. Alors commençons par Claude Lambois, dont les quelques 300 pages ont nourri des générations de chercheurs voulant s'initier au droit pénal international, et j'en ai fait partie. Lambois met en rapport le pouvoir exclusif et la souveraineté, et cite indirectement Hobbes dans cette phrase qui dit tout, ou qui devrait tout dire, et qui sera le fil conducteur, le souverain est celui qu'on ne contraint pas.
Si j'avais 20 minutes et pas un quart d'heure, je vous lirais la citation de Hobbes, parce qu'elle est intéressante, mais en 2 mots, Hobbes termine effectivement sa démonstration en disant « Celui qui n'est contraint que par lui-même n'est pas contraint », ce à quoi Lombois renvoie. En faisant une petite triangulation, on peut dire que le pouvoir est exclusif parce qu'il ne peut être contraint. Alors le pouvoir est-il vraiment non contraint ? Il est assez facile de voir que le droit international des droits de l'homme a multiplié les contraintes dans les quelques 40 années qui nous séparent du précis Dalloz de Lombois. Sur le plan conventionnel, les traités récents classés, d'ailleurs parfois de manière un peu abusive, comme traités de droits de l'homme, contiennent pour les États parties, qui sont généralement nombreux dans ces instruments internationaux-là, contiennent donc pour les États parties une obligation d'enquêter. Cette obligation d'enquêter, elle est établie soit de manière synthétique, comme dans l'article 12 de la Convention sur la torture, ou dans le nouvel article 6, ou l'article 6 de la nouvelle Convention en discussion dans la Commission de droit international sur les crimes contre l'humanité, qui reprend à peu près la même formule, soit de manière beaucoup plus élaborée, comme c'est le cas dans la Convention sur les disparitions forcées, qui comprend pas moins de 3 articles sur l'obligation d'enquêter. La rédaction de ces clauses est un exercice éminemment difficile, puisqu'il s'agit à la fois d'être assez général pour permettre l'adaptation à de nombreuses législations nationales, et assez précis pour ne pas rester purement rhétorique dans cette obligation d'enquêter. Les spécialistes de procédure pénale, voire de procédure administrative, restent souvent assez insatisfaits du résultat, et nous avons eu à Genève une discussion samedi dernier sur l'article 7 du projet de convention sur les crimes contre l'humanité, qui peut être consulté sur le site des Nations Unies, et qui reprend plus ou moins l'article 12 de la Convention sur la torture. Je le lis rapidement. Tout État partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction. Alors, je ne vais pas faire l'exégèse de ce texte, à peu près tous les mots, bien sûr, appellent une discussion, et en particulier l'enquête impartiale dont il est question. Autre type d'obligation voisine, tirée à la jurisprudence des juridictions régionales de protection des droits de l'homme, les obligations d'ouvrir, en cas d'allégation d'atteinte aux droits les plus fondamentaux, et en particulier le droit à la vie et précisément la prohibition de la torture. Là aussi, une enquête, avec, ce qui est important, des exigences matérielles accrues quant à la qualité de l'enquête, en quelque sorte le contrôle de qualité de l'enquête effectuée sur le territoire, l'impartialité, l'indépendance des organes chargés de la mener, etc. Mais bien sûr, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme va plus loin que les textes déjà, et même la pratique des organes de protection des droits de l'homme internationaux. Un troisième type de contrainte, plus indirecte, mais pas moins efficace, a bien sûr été évoqué plusieurs fois lors de ce colloque, c'est l'article 17 du statut de la Cour pénale internationale, et le test de recevabilité de l'affaire qui porte, donc soit sur la gravité dont je ne parlerai pas ici, soit sur la capacité et la volonté des juridictions nationales de mener véritablement, et le terme véritablement est bien sûr le terme central dans ce contrôle de qualité, à bien l'enquête ou les poursuites. Alors sur cette formule de l'article 17 que ma collègue Paola Gaeta a déjà commenté hier quant à la pratique, deux remarques simplement, il y a ce fameux terme véritablement, genuinely. Il est intéressant de noter que dans le projet de 1994 de la Commission de droit international, c'était effectivement, donc on a passé de effectivement à véritablement, c'est une indication quant au sens de cette obligation, et puis une sensibilité aux nuances procédurales qui montre que ce n'est pas un instrument de droit de l'homme, mais un instrument pénal, puisque l'on distingue 2 points qui ne sont pas distingués dans les instruments de droit de l'homme, l'enquête ou la poursuite. Alors la jurisprudence admet qu'une décision de ne pas ouvrir une poursuite après enquête préliminaire permet à l'État de ne pas perdre sa compétence prioritaire, sauf si des indices permettent d'affirmer le contraire. Donc normalement, s'il n'y a pas d'ouverture de poursuite après enquête, l'État a rempli son obligation de nature complémentaire ou peut garder sa priorité de juridiction. L'important est de souligner à propos de cette contrainte qu'elle est certes indirecte et conditionnelle, puisque d'une part elle ne pèse que sur un État qui est parti, mais ça vaut également pour les instruments bien sûr de protection des droits de l'homme, à moins d'admettre une obligation coutumière d'enquêter dans des situation de genre, ce qui peut être discuté, mais probablement n'est pas admissible aujourd'hui. Et d'autre part, elle s'appuie sur un retournement de la primauté de juridiction reconnue par le statut au bénéfice des États parties. En quelque sorte, on retourne l'argument. Les États parties ont la primauté de juridiction, mais ils ont cette obligation d'enquêter ou de poursuivre. Il n'en reste pas moins que c'est une contrainte, alors indirecte et conditionnelle, qui contient d'une part une exigence de qualité, le fameux véritablement ou genuinely, ce qui n'est pas exactement la même chose, et d'autre part, surtout, une instance juridictionnelle habilitée à évaluer le respect de cette obligation d'enquêter,
de manière plus immédiate et avec un pouvoir de sanction plus efficace que dans le cas des instruments de protection des droits de l'homme, puisque la sanction du non-respect de cette obligation d'enquêter ou de poursuivre, c'est la perte de la primauté de juridiction et donc la recevabilité de l'affaire devant la Cour pénale internationale, si bien sûr les autres conditions sont réunies. Et cela même si, et c'est un extrait de jurisprudence qui n'a pas été cité, sauf erreur, il a été fait peut-être une allusion hier, mais il est important dans ce contexte, même si la Chambre d'appel de la CPI, dans l'affaire Al-Senoussi en 2014, en juillet 2014, a précisé dans une formule qui m'a laissé, qui ouvre à la réflexion, disons ça comme ça, que la Cour pénale internationale n'est pas une juridiction de protection des droits de l'homme. Mais donc le moteur n'est pas le même que dans le cas des obligations tirées des instruments des droits de l'homme. Alors, conclusion provisoire, il n'y a plus d'acteurs non contraints. On peut poursuivre notre promenade dans le temps et retrouver Donnedieu de Vabre, qui écrit en 1928 dans les principes modernes du droit pénal international, qui ont été cités hier matin. Il affirme le caractère exclusif. C'est probablement de là que vient plus ou moins directement le titre de cet exposé. Donc il affirme le caractère exclusif de la compétence dévolue au juge territorial. Et il expose, je cite, que cette compétence et son caractère exclusif se fondent sur des raisons d'ordre procédural, d'ordre répressif et d'ordre international. Et je vais rapidement revisiter les trois ordres de motifs. Alors commençons par ce que Donnedieu appelle les motifs d'ordre répressif. Il s'appuie, c'est toujours intéressant de relire ces textes qui ont maintenant près d'un siècle, il s'appuie sur une certaine notion du rôle de l'État en matière répressive. En termes gauliens, on dirait une certaine idée de l'État, et on voit bien la filiation là entre Donnedieu et ceux qui le suivent. Il y a beaucoup de références implicites dans le développement que Donnedieu consacre à cette question. La référence au crime de lèse-majesté comme originaire du droit pénal moderne, une conception contractualiste de la répression dans la tradition de Rousseau ou de Beccaria, qui sont implicitement également cités. Mais aujourd'hui, la certaine notion du rôle de l'État n'est pas abandonnée, et l'actualité récente de votre beau pays nous a apporté une illustration, nous en apporte une illustration. Toutefois, les considérations pragmatiques, voire pratiques, jouent un rôle bien plus grand, ce qui m'amène à me tourner vers les motifs d'ordre procédural. Alors, les motifs d'ordre procédural sont centraux dans le propos de Donnedieu de Vabre, comme ils le sont aujourd'hui. Pour Donnedieu, outre des arguments économiques qui sont déjà bien présents, ça coûte moins cher, c'est dit de manière assez claire, on est encore en plein romantisme juridique. Ce qui est important, c'est la sensation du réel qui justifie le lien, citation bien sûr, qui justifie le lien entre le lieu où l'infraction s'est déroulée et le magistrat appelé à enquêter sur les faits criminels, ce que dans la tradition germanique on appelle l'immédiateté ou l'Unmittelbarkeit. L'univers de Donnedieu de Vabre est encore celui de Lombois, et aussi celui de la relativité des normes de droit de fond et de normes procédurales. Et je dirais qu'aujourd'hui, à ce relativisme des normes se substitue peu à peu le relativisme des forts qui accompagne l'harmonisation procédurale. Ce relativisme s'impose d'autant plus, pour être tout à fait pragmatique, qu'il est impossible de deviner au début d'une instruction qui porte sur une infraction transnationale, et là je considère une infraction transnationale concernant les États et non pas la situation d'une juridiction internationale, il est impossible de deviner au début de l'instruction portant sur une infraction transnationale quel sera finalement le fort de la poursuite. On ne sait pas, ou en tout cas le fort du jugement. On sait simplement qu'il faut instruire en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, et on ne sait pas où l'infraction sera finalement jugée, d'où l'importance de l'harmonisation procédurale qui est bien sûr portée entre autres par l'Union européenne, mais pas seulement. En parallèle à cette harmonisation, le droit procédural de l'Union européenne a également produit ces dernières années, essentiellement depuis une convention qui, sauf erreur, n'a pas été citée jusqu'ici, la convention de 2000 sur l'entraide judiciaire en matière pénale entre États de l'Union européenne. Cette convention produit une sorte de révolution ou annonce une sorte de révolution avec la substitution à la règle classique locus regit actum, qui veut que l'enquête et la poursuite soient effectuées selon les règles de l'État où l'infraction s'est déroulée, la règle forum regit actum, à savoir les actes d'enquête s'effectuent selon le droit de l'État requérant en cas de coopération en matière pénale, et donc un État qui est requis doit appliquer dans une certaine mesure qui est encore limitée dans la Convention de 2000 telle qu'elle existe aujourd'hui, mais qui probablement sera moins limitée par la suite, l'État requis applique en partie les règles de l'État requérant. L'article 4 de la Convention de 2000 en établit le principe, et puis les modalités pratiques pour le moment sont essentiellement aux articles 10, 18 et 19 sur le droit de refuser le témoignage, sur l'interception de télécommunications, etc. Cette pratique
a pour effet de percer une autre brèche dans l'exclusivité du caractère territorial des actes de procédure, puisqu'elle a pour effet une interférence de l'État étranger, l'État requérant, dans l'application par l'État requis, donc l'État de territoire, de ce qui est en principe son propre droit. Et cette brèche, elle est vraiment tout à fait importante, me semble-t-il, dans le sujet qui est le nôtre. Enfin, les motifs de procédure plaident fortement contre le cloisonnement entre sphères de compétences exclusives, tout simplement parce qu'elles ont pour effet l'impossibilité, dans une affaire transnationale, d'avoir une approche holistique, c'est-à-dire complète, de la constellation des faits, parfois complexes, sur lesquels porte l'instruction. Alors, question, bien sûr, qui se pose, est-ce que ce mouvement est imaginable ou va se produire ou se produit déjà en dehors du contexte de l'Union européenne, qui est celui de la confiance mutuelle? Le mois dernier, à Coimbra, il y avait justement, spécialiste droit pénal européen, un colloque extrêmement intéressant, portant essentiellement sur cette question. Est-ce que la confiance mutuelle est vraiment la clé de tout ce processus, ou bien est-ce qu'à la confiance mutuelle, on peut substituer d'autres mécanismes? C'est une question que je laisse ouverte. Revenons à Denodieu de Vabre, en troisième et dernier lieu, les motifs d'ordre international. Ici, la réflexion s'inscrit dans le prolongement des considérations que nous a inspiré Lombois sur les contraintes liées au droit international, et j'ajouterai ceci, en allant vite, malheureusement, parce que le sujet est complexe, mais on peut le résumer en quelques mots. Le paradigme de la gouvernance globale s'impose peu à peu dans l'ensemble du droit international, on le sait. En soi, cette thèse appliquée au droit pénal international ne représente qu'un développement de la formule célèbre du tribunal de Jérusalem dans l'affaire Eichmann, selon lequel les États sont les agents exécutifs de la communauté internationale. Simplement, ce paradigme s'est substitué, à mon sens, au paradigme de la compétence de représentation et pas de délégation, parce qu'il s'agit de représentation, à mon sens, du mécanisme du paradigme de la compétence de représentation dans lequel un État A agit au nom d'un État B en le représentant, ce qui n'est pas une délégation, ce qui peut aller beaucoup plus loin. Ici, ce n'est pas la représentation par l'État Israël, dans le cas d'Eichmann, de l'État B, qui pourrait être l'Argentine, qui pourrait être l'Allemagne, mais bien la gouvernance globale. Alors, le paradigme de la gouvernance globale, à mon sens, s'impose peu à peu, et là, au-delà des États qui sont liés par le principe de confiance mutuelle ou de reconnaissance mutuelle. Et donc, la répartition des compétences s'effectue selon le modèle de la répartition du travail. Or, un agent exécutif contraint, c'est un oxymore. Un agent exécutif sans contrainte, un agent exécutif sans contrainte, c'est un oxymore. C'est un agent exécutif, il a forcément des contraintes, donc les contraintes se sont développées. Vu l'heure, je saute peut-être le dernier point. Il y avait deux points encore juste pour le dire, parce que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire dans un colloque, c'est-à-dire raconter tout ce qu'on aurait dit si on avait plus de temps, mais deux points sur lesquels j'attire votre attention et une pointe de critique sur le programme, si je peux me permettre. Le point sur lequel je voulais attirer votre attention, je peux le résumer en un mot, c'est la réflexion, en tout cas, que doit induire une disposition qui n'a pas, sauf erreur, été citée non plus, c'est le paragraphe 6 de la résolution du Conseil de sécurité renvoyant les causes du Darfour et de la Libye à la Cour pénale internationale. Ce paragraphe 6 réserve, je cite, et c'est pour ça qu'il a attiré mon attention, la compétence exclusive, non pas de l'État territorial, mais de l'État national non parti. Donc lorsque dans une opération de maintien de la paix, des ressortissants d'un État non parti sont accusés d'avoir commis des infractions sur le territoire, bien sûr, d'un État parti ou d'un État au sujet duquel le Conseil de sécurité a renvoyé la cause à la Cour pénale internationale, le texte de la résolution dit clairement que l'État national garde la compétence exclusive et utilise le terme exclusive. Alors qu'est-ce que ça signifie que cette compétence exclusive? Vous pouvez y réfléchir. C'est intéressant de lire les réactions des différents États à l'égard de ce chiffre 6, qui va d'une opposition radicale du Brésil, qui d'ailleurs s'est abstenu dans un des deux votes sur ces résolutions, à ce que les Danois, qui représentaient un peu l'Union européenne dans cette affaire, ont appelé un compromis valable et authentique. Je trouve que la notion de compromis authentique est intéressante, valable, on comprend. Donc c'est un compromis. C'est un compromis qui donne cette exclusivité. L'autre point, avant ma conclusion, est simplement de dire qu'il y a un sujet, me semble-t-il, qui mériterait une réflexion dans le cadre de la souveraineté, de la compétence exclusive, etc., c'est l'occupation. La situation de cas d'occupation, qui ne sont quand même pas tout à fait exceptionnels à notre époque, dans lesquels il y a manifestement une compétence partagée en matière pénale, mais dans lesquels les ressorts de cette compétence partagée mériteraient une réflexion que je ne vais pas mener. J'arrive à la conclusion.
Le pouvoir exclusif, à mon sens, si on le définit comme le pouvoir sans contrainte, n'existe plus. Ce qui s'est introduit, c'est un véritable contrôle de qualité de l'enquête effectuée sur le territoire national, et je prends là des faits qui se déroulent sur le territoire national, avec le cas échéant un auteur qui est un national du pays en question. Il y a un contrôle de qualité qui se manifeste par ce fameux genuinely, ou de manière effective, où le terme français m'échappe, de l'article 17. La question est de savoir, entre autres, si cet engagement de l'État doit être évalué. Au fond, un des auteurs qui s'est mieux exprimé là-dessus, qui est Hans, dit que c'est au fond un contrôle de bonne foi de la position de l'État en question. Et comme toute question de bonne foi, se pose la question de savoir si c'est la bonne foi objective ou la bonne foi subjective. Donc comment évaluer cette bonne foi, qui est encore une fois la clé du contrôle de qualité de l'enquête effectuée sur le territoire national? Ce que j'en retire en tout cas, c'est que le pouvoir exclusif, comme je disais, n'existe plus dans la mesure où on le définit comme un pouvoir sans contrainte, et que le développement des contraintes, c'est probablement le phénomène le plus intéressant dans le cadre de ce sujet pour les années à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Robert Roth, pour à la fois cette analyse et puis pour les pistes que vous avez tracées et qui donnent déjà du grain à moudre aux futurs organisateurs de congrès. Donc, et pour avoir fait exactement 15 minutes. Oh, il a été parfait. Alors, on aimerait presque vous demander de l'applaudir à nouveau, voilà, mais on ne le fera pas pour gagner du temps. Non, merci vraiment.